Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. À suivre ce matin sur notre antenne la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de réforme du Conseil économique et social. Principale modification issue de la révision constitutionnelle de 2008, le Conseil économique et social est transformé en un Conseil économique, social et environnemental pour mieux tenir compte des préoccupations environnementales. Sa composition est également modifiée. Hier, les députés ont donné leur feu vert à cette réforme. Les sénateurs doivent donc à leur tour se prononcer ce matin pour que ce projet de loi soit définitivement adopté. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bonne matinée à tous. La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jean-Pierre Vial, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le Sénat est appelé à voter la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental après qu'ait été adoptée la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui a engagé la transformation de cette institution. Dans sa mise en œuvre, la loi organique procède à une véritable refondation du Conseil économique et social dont les relations avec le Parlement demandent à être renforcées et réaffirmées en sa qualité de troisième chambre au sens même de la Constitution. C'est l'article 1er de la loi organique qui pose clairement l'objet même du Conseil économique, social et environnemental, en rappelant que sa mission est d'assurer la participation des principales activités du pays à la politique économique, sociale et environnementale de la nation, d'examiner les évolutions en matière économique et sociale et environnementale et de suggérer les adaptations qui lui paraissent nécessaires. Nous avions entièrement souscrit à la volonté de l'Assemblée nationale de rétablir le fait que le Conseil doit favoriser la collaboration des principales activités du pays afin d'assurer une plus forte participation aux politiques mises en œuvre. L'article 3 conforte ce rôle, considérant que le Conseil peut appeler l'attention du gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires. Nous nous trouvons ainsi au cœur de l'équilibre des rôles entre les missions qui relèvent du Conseil économique, social et environnemental et les pouvoirs des assemblées parlementaires qui disposent désormais de la possibilité de le consulter. Cet équilibre se trouve bien évidemment renforcé par la faculté donnée à nos concitoyens de saisir le Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition. Sur ce point, Monsieur le Ministre, vous savez l'intérêt que nous portons à ce que le contrôle des signatures puisse s'effectuer par échantillonnage, tout en prévoyant que l'avis soit rendu dans un délai maximum d'une année. Pour favoriser la saisine du Conseil, le Sénat a souhaité renforcer et élargir la procédure d'urgence relative aux avis demandés au Conseil économique, social et environnemental. Concernant la représentativité, la loi organique, par référence au principe de parité, assure une meilleure prise en compte de la représentation des femmes et l'ouverture aux associations environnementales, en même temps que la représentation des jeunes et des étudiants, en abaissant de 25 à 18 ans l'âge requis pour siéger au Conseil. Tout en conservant l'équilibre de la répartition entre catégories adoptées par l'Assemblée nationale, le Sénat a tenu à procéder à un fléchage de certaines personnalités qualifiées, permettant d'enrichir la composition du Conseil en réintroduisant la représentation des entreprises publiques, la représentativité des activités économiques françaises à l'étranger à la demande des sénateurs des Français de l'étranger et en associant au collège environnemental une représentation des entreprises qui sont au cœur de ces enjeux. Votre rapporteur avait d'ailleurs proposé que les personnalités qualifiées soient désignées par tiers par le président de la République et chacun des présidents des deux assemblées. Mais, Monsieur le Ministre, vous avez convaincu le Sénat que la nomination des personnalités qualifiées devait être appréciée et qu'il convenait pour ce faire que ce choix relève d'une seule autorité. Enfin, il est un point qui, malgré tout, reste quelque peu en suspens, ou plus précisément différé. C'est celui de la représentativité qui est vraisemblablement une des critiques les plus anciennes et les plus importantes opposées au Conseil économique et social. La loi organique devait d'abord intégrer à effectif constant les acteurs du monde environnemental pour créer un troisième pôle au sein du CESE, tandis que la mise en œuvre de la loi d'août 2008 réformant les critères de représentativité des syndicats
ne prendra effet qu'en 2014. Il n'était dès lors pas possible d'aller plus loin dans la réforme de la composition du CESE sans déséquilibrer brutalement cette institution. Néanmoins, il est nécessaire que le problème de la représentativité des membres du CESE soit à terme pris en compte par le législateur. C'est l'objet de l'article 8 bis A par lequel le Sénat a intégré la clause de revoyure qui permettra d'évaluer la pertinence de la composition du CESE tous les 10 ans et pour la première fois dès 2014. Au-delà de la discussion sur la nature du dispositif proposé qui a eu lieu en CMP, je me félicite que la commission mixte paritaire ait partagé une identité de vue sur ce point qui est important, Monsieur le Ministre, et dont la mise en œuvre relève de la responsabilité du gouvernement. La refondation entreprise donne au CESE les outils institutionnels lui permettant de jouer pleinement le rôle qu'a entendu lui donner la réforme constitutionnelle de 2008, pour autant que l'on voudra en faire vivre l'esprit. La loi organique soumise au vote de la Haute Assemblée est un texte équilibré au regard des attentes et des ambitions placées dans ce nouveau Conseil économique, social et environnemental. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous propose d'adopter le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental tel qu'il résulte du texte proposé à la suite de son adoption par la commission mixte paritaire. Merci. Monsieur Henri Drincourt, ministre chargé des relations avec le Parlement, vous avez la parole. Ça va ? Madame la Présidente, Monsieur le Doyen, Monsieur le rapporteur, Messieurs les sénateurs, ce projet de loi organique assure la pleine transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental et sa revalorisation engagée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le texte qui a été adopté par la commission mixte paritaire est le résultat d'un travail parlementaire approfondi, conduit dans un esprit de dialogue et de responsabilité. Je dois saluer la qualité des débats auxquels il m'a été donné de participer, tout particulièrement au Sénat, qui a permis d'aboutir à un texte, je crois que le rapporteur l'évoquait lui-même à l'instant, équilibré. Je tiens tout particulièrement, en cette circonstance, à remercier le président de la commission des lois et le rapporteur, M. Jean-Pierre Vial, de leur contribution tout à fait éminente et décisive pour l'élaboration de solutions qui puissent faire l'objet d'un large consensus. La principale difficulté de ce texte résidait dans la recomposition nécessaire du Conseil. La modification de la composition réalisée à effectif constant, on l'a dit à de nombreuses reprises, devait traduire de façon adéquate la nouvelle compétence environnementale. Elle devait également tenir compte des transformations de la société française pour garantir la représentativité de l'institution. La nouvelle composition proposée par le gouvernement reposait sur un équilibre fragile, je l'ai dit aussi, difficilement acquis. Le Sénat a, comme l'Assemblée nationale, pris soin de préserver cet équilibre et je tiens à exprimer la vive gratitude du gouvernement. Cela a été rappelé. Votre Assemblée a souhaité également enrichir la composition du Conseil et la commission mixte paritaire a retenu le système de fléchage des personnalités qualifiées mis en place à cet effet. Les entreprises publiques, les activités économiques françaises à l'étranger, l'économie verte, le logement social, les retraités trouveront ainsi désormais une représentation dans les différents contingents de personnalités qualifiées. L'institution d'une clause de revoyure répond par ailleurs au souci de votre Assemblée de garantir durablement la représentativité du nouveau Conseil économique, social et environnemental. Le projet de loi organique adapte par ailleurs le fonctionnement du Conseil pour tirer
toutes les conséquences de la révision constitutionnelle. Le travail d'actualisation de l'ordonnance de 1958 mené par le gouvernement a été amélioré par l'Assemblée nationale. Plusieurs dispositions innovantes ont aussi été adoptées pour renforcer la dynamique de la réforme. La commission mixte paritaire a ainsi retenu la création, à l'initiative du Sénat, d'une procédure de consultation en urgence ou la fixation d'un délai maximum pour rendre un avis sur une pétition. Enfin, le projet de loi organique vient préciser les conditions de consultation du Conseil économique, social et environnemental par le Parlement et celles de sa saisine par voie de pétition. Ces nouvelles voies de saisine, instaurées par la Constitution révisée, sont largement ouvertes par le texte, tout en préservant le Conseil d'excès qui seraient préjudiciables à la réalisation de sa mission et à la qualité de ses travaux. Répondant à un souci d'équilibre, ces dispositions ont été adoptées conformes par les deux assemblées. Ainsi, après un examen minutieux par les deux chambres du Parlement, le projet de loi organique me paraît pleinement répondre à l'ensemble des objectifs fixés par le Constituant. Madame et Messieurs les sénateurs, l'adoption de ce projet de loi organique sera un moment majeur dans la vie du Conseil économique, social et environnemental. Plus représentatif et donc plus légitime, modernisé et donc plus efficace, le Conseil pourra prendre toute sa place au cœur de nos institutions et de notre société. Sa contribution sera attendue pour permettre à notre démocratie de faire face aux défis majeurs de notre temps. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Simon Sutour pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ultime étape de la réforme du Conseil économique, social et environnemental, cette séance relative aux conclusions de la commission mixte paritaire qui s'est tenue le 18 mai dernier va nous permettre de rappeler ici un certain nombre de propositions qui ont été plus ou moins prises en considération. Il faut cependant noter que le travail des deux assemblées a largement permis d'améliorer le texte présenté par le gouvernement. Je tiens à saluer le courage aussi de Monsieur le rapporteur de la commission des lois, Jean-Pierre Vial, qui a pris des positions intéressantes sur de nombreux points de cette réforme, notamment sur le droit de pétition ou encore sur la nomination des personnalités qualifiées, et qui n'a malheureusement pas toujours été soutenu par la majorité sénatoriale. Nos positions n'étaient pas très souvent éloignées des siennes. Au niveau du texte découlant de la CMP, hormis quelques ajustements d'ordre rédactionnel, le texte est en tout point similaire à celui que nous avons pu voter le 5 mai dernier en séance publique. Les sénateurs socialistes ont néanmoins permis, lors de la CMP, de maintenir des dispositions jugées utiles, alors que les députés de la majorité souhaitaient les supprimer. Je pense ici à la clause de revoyure. C'est pourquoi mon analyse sera en tout point conforme à celle que j'avais pu avoir ce jour-là, à savoir un certain nombre d'avancées et beaucoup de regrets. Au sujet des avancées, comme je viens de le souligner, la CMP n'a pas modifié, grâce à l'appui des sénateurs socialistes, l'article 8 bis A du projet de loi relatif à la clause de revoyure qui prévoit un rapport au Parlement, ce qui permet aux assemblées de se saisir de l'évolution de la composition du CESE tous les 10 ans, avec une mise en œuvre pour la première fois dans 4 ans. Comme vous l'avez indiqué, Monsieur le rapporteur, il s'agit d'une avancée importante que nous devons au Sénat. La CMP, à l'instar du Sénat, n'a pas remis en cause non plus
l'apport de l'Assemblée nationale concernant la représentation du mouvement coopératif agricole, en maintenant lors de l'examen en séance puis lors de la CMP les avancées obtenues par nos collègues députés. C'est un signal fort envoyé à destination du monde agricole qui connaît une crise aiguë. Au sujet des regrets, nous souhaitions améliorer la représentation des Français de l'étranger, des acteurs du logement social, des représentants des entreprises publiques, mais nous n'avons pas été suivis sur ces 3 points. Nous n'avons pas été suivis non plus sur la mise en œuvre d'une stricte parité hommes-femmes, sur la nomination des personnalités qualifiées ou encore sur la suppression des personnalités associées. Je ne vais pas revenir aujourd'hui sur l'ensemble des articles du projet de loi. Cependant, s'il convient de reconnaître qu'à l'issue de cette réforme, le fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sera largement amélioré, je pense qu'au sujet de la répartition et de la nomination de ses représentants, la réforme est pour le moins timide. Sur la représentation, bien que celle-ci ne soit plus figée, puisqu'il pourra y avoir des ajustements périodiques pour tenir compte de l'évolution des différentes composantes de la société française, je m'étonne que l'opportunité qui nous a été donnée dès aujourd'hui de pouvoir avoir un Conseil économique, social et environnemental vraiment représentatif n'ait pas été saisie. En effet, je pense que nos propositions dans ce domaine allaient dans le bon sens, notamment celles relatives à la représentation des Français de l'étranger, telles qu'elles ont été défendues par notre collègue Richard Yung, ou encore celles relatives à la représentation des entreprises publiques. Elles étaient, je crois, des plus mesurées. Sur le volet parité, article 6, et sur l'amélioration de la prise en compte de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, article 9 bis, nos propositions, là encore, n'ont pas été retenues. Je reste pourtant persuadé que sur ces 2 points en particulier, il sera nécessaire à moyen terme de procéder à des ajustements. Enfin, de manière plus générale, 2 points essentiels du projet de loi tel qu'il nous est présenté aujourd'hui sont pour le moins problématiques et viennent entacher assez gravement la portée de cette réforme. Je pense ici à la désignation des personnalités qualifiées et à la non-suppression des personnalités associées. Lors des débats en commission des lois, le rapporteur a retiré son amendement relatif à la désignation des personnalités qualifiées du Conseil économique, social et environnemental par tiers, par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, lors de l'examen en séance publique, nous avons déposé un amendement identique qui n'a pas été retenu. Je pense que l'objectif majeur de la réforme, outre l'extension des attributions du Conseil en matière d'environnement, son rapprochement avec les citoyens grâce à une saisine par voie de pétition, était bien évidemment de renforcer les liens avec le pouvoir législatif et le Parlement. Sur ce dernier point non plus, force est de constater que la réforme n'est pas aboutie. Pour conclure, je souhaite aussi exprimer mon profond regret sur l'article 9, article relatif à la catégorie personnalité associée, et sur le fait que notre amendement visant à supprimer cette catégorie de membres non titulaires discrétionnairement nommés par le gouvernement n'ait pas été adopté. La suppression de cet anachronisme aurait fait honneur à notre Assemblée et mis fin à des pratiques d'une autre époque. Voilà, mes chers collègues, nos remarques suite à la commission mixte paritaire sur la réforme du Conseil économique et social et environnemental. Compte tenu des éléments que je viens de développer, le groupe socialiste s'abstiendra. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jacques Mézard pour le Rassemblement démocratique social et européen. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, tout d'abord merci à notre rapporteur pour la qualité de son travail et sa volonté de faire évoluer positivement cette institution. Le projet de loi organique relatif au Conseil économique nous revient aujourd'hui après une seule lecture dans chaque Assemblée, conséquence de la procédure accélérée engagée par le gouvernement. De manière liminaire, nous pouvons constater que le cheminement de ce texte a encore illustré la surcharge du calendrier parlementaire. Et ce projet de loi ne déroge malheureusement pas à ce qui est en passe de devenir la norme. Déposé sur le bureau de l'Assemblée le 25 août 2009,
il aura attendu plus de 8 mois pour qu'il soit discuté par nos collègues députés en procédure pourtant accélérée du fait de la priorité donnée à d'autres textes médiatiques. Dans la foulée, néanmoins, ce texte fut débattu en 1 mois successivement à l'Assemblée, au Sénat et en CMP. Ce n'est quand même pas d'une grande logique. Ce texte constitue une évolution avec des côtés positifs. Il s'agit d'une évolution, Monsieur le Ministre, pas d'une révolution. Exactement, Monsieur le Ministre. Donc, nous avons dans ce texte une partie d'éléments qui nous paraissent positifs. Donc, notre groupe soit s'abstiendra, soit votera pour certains de ses membres pour. Donc, personne ne s'opposera à ce texte. Sur le fond, les conclusions de la CMP s'inscrivent dans le fil des discussions auxquelles ont donné lieu l'examen du projet de loi devant notre Haute Assemblée. La CMP ayant conservé certaines des dispositions qui avaient été adoptées ici, la procédure de consultation en urgence, l'encadrement de la procédure d'avis sur les pétitions, l'obligation de prendre en compte les avis du Conseil dans les études d'impact annexées au projet de loi, le cas échéant, nous en prenons acte et nous nous en satisfaisons. Nous nous félicitons également qu'ait été retenue, après quelques débats, la proposition de notre rapporteur, votée par le Sénat, tendant à obliger le gouvernement à envisager périodiquement la révision de la composition du Conseil économique afin de garantir le maintien d'une réelle représentativité de cette institution. Le Sénat avait choisi de prévoir un rapport suivi d'un débat parce qu'il s'agissait du seul moyen envisageable pour assurer que la question soit évoquée tous les 10 ans. Nous savons en effet tous que la question de la représentativité des membres du Conseil constitue un point d'achoppement depuis sa création. Elle avait déjà été soulevée en 1963, une seule réforme était intervenue en 1984, avant la discussion du présent projet de loi organique. Nous estimons, nous, que la clause décennale de revoyure ainsi introduite permettra d'essayer de prévenir la sédimentation et l'immobilisme éventuel du Conseil économique afin de garantir que sa composition reflète au mieux l'image du monde économique, social, environnemental de notre pays, qu'il soit davantage une institution à l'expertise solide et diversifiée, ce qui est loin d'être compatible avec le processus de choix des heureux désignés souvent. Néanmoins, aussi bien les débats tenus en première lecture que ceux de la CMP n'ont pas réglé un certain nombre de problématiques que nous évoquions tous ici même le 5 mai dernier. En premier lieu subsiste le problème, car il en est bien un, et notre collègue Simon Sutour vient de le rappeler, des 72 membres de sections associées désignés dans les conditions qui viennent d'être rappelées. Nous demeurons opposés au principe même de ce train de nomination qui répond le plus souvent à des considérations pas toujours très transparentes ou trop, et pas toujours conformes à ce que devrait être l'intérêt général et l'expertise requise d'un membre du Conseil. Le rapport Chertier de 2002 évoquait déjà en des termes peu amènes l'inutilité de ces conseillers dont l'existence fragilise l'équilibre déjà fragile de l'institution. Nous n'avons pas été convaincus par l'argumentation qui nous a été opposée et par celle du gouvernement pour qui le choix de ces personnalités qualifiées devait être apprécié globalement et qu'il devait en conséquence être effectué par une autorité unique. Dès lors, puisque rien n'a changé sur ce point, nous persistons à penser que le maintien de ces conseillers nommés de façon discrétionnaire constitue une survivance fort regrettable. Je ne pense pas qu'on contribue de la sorte à doter le Conseil de la crédibilité, de la légitimité qu'il recherche pour enfin trouver une place solide dans notre paysage institutionnel. En second lieu, nous regrettons le compromis auquel est parvenue la CMP s'agissant de la représentation des entreprises publiques parmi les personnalités qualifiées du secteur économique à l'article 6.
Actuellement représentées par 10 conseillers, elles ne le seront plus que par 2 représentants au vu des conclusions de la CMP, alors que ces entreprises pèsent d'un poids majeur dans notre pays. Le Sénat avait d'ailleurs initialement prévu, à l'initiative de notre rapporteur, à l'unanimité, me semble-t-il, de la Commission, de porter ce chiffre à 3, de le ramener d'ailleurs à 3 pour permettre la représentation des activités économiques françaises à l'étranger. Ce compromis aboutit au final à une sous-représentation des entreprises publiques par rapport aux 27 représentants des entreprises privées, industrielles, commerciales et de services, et nous regrettons ce déséquilibre. En troisième lieu, et en conclusion, nous constatons que le dispositif de saisine du Conseil par le Parlement, rendu possible par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, est resté en l'état. En limitant ce droit de saisine, malgré d'autres avancées comme les pétitions, nous avons un texte qui introduit un filtrage qui réserve de fait un droit de veto à la majorité. Nous considérons que c'est dommage et nous constatons à ce niveau-là qu'un effort aurait pu être réalisé. Pour conclure, si le Conseil économique doit avoir une efficacité, Monsieur le Ministre, dans nos institutions, c'est par la qualité de son expertise. Il est évident que cette qualité passe par la compétence et l'expérience des hommes amenés à y siéger. En tout état de cause, les conclusions de la CMP n'ont pas levé tous les doutes qui étaient les nôtres en première lecture. Ceci étant, nous confirmerons notre vote avec une répartition de nos votes entre l'abstention et le vote pour, Monsieur le Ministre. Merci, mon cher collègue. La parole est à Madame Nicole Borvo-Cohen-Seat pour le groupe communiste républicain citoyen, sénateur du Parti de gauche. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, nous l'avons dit lors de l'examen du projet de loi organique, comme d'ailleurs lors de la révision constitutionnelle, la réforme du Conseil économique et social et sa transformation en Conseil économique et social et environnemental nous paraissaient tout à fait opportunes. Nous sommes favorables, bien entendu, à sa consultation par le Parlement et à sa saisine par les citoyens. Et donc, un certain nombre d'évolutions sont positives. Nous avons cependant émis un certain nombre de critiques, comme mes collègues, sur la nomination des personnalités qualifiées par le pouvoir exécutif, et sans qu'il soit précisé quelle est la nature des qualifications requises, ce qui est un problème concernant le Conseil économique et social, sur la suppression des représentants des entreprises publiques, sur l'absence de représentants des organismes de logement social, sur la diminution de la représentation du monde agricole. Enfin et surtout, sur l'absence de véritable bouger quant à la prise en compte des avis du Conseil économique et social et environnemental. Nous avons, lors de l'examen au Sénat, présenté des amendements correspondant à ces remarques qui n'ont pas été retenus par le Sénat, ni bien entendu par la suite. Le texte issu de la CMP est peu différent de celui qui a été adopté au Sénat, qui était effectivement qui avait un certain nombre d'améliorations qui ont été retenues d'ailleurs. Les inflexions au texte initial adopté au Sénat et adopté en CMP sont plutôt positifs. L'ajout d'un représentant du logement social, ce qui était effectivement une lacune importante. La procédure de saisie d'urgence du CESE. La possibilité de contester la nomination d'un membre devant le Conseil d'État, la clause de revoyure, tout ça était plutôt des améliorations. Cependant, les raisons pour lesquelles nous nous sommes abstenus demeurent, qui tiennent bien entendu à la sous-représentation des entreprises publiques qui avait complètement disparu, et le fait d'en avoir repris le nombre de 2 nous paraît sous-estimer les entreprises publiques et services publics dans ce pays.
Les raisons principales de notre position tiennent principalement au système de nomination des personnalités qualifiées, c'est-à-dire à la toute-puissance de l'exécutif et au pouvoir discrétionnaire, on le sait, de l'exécutif pour nommer ces personnalités, et à l'absence de réel dispositif de suivi des avis du Conseil économique, social et environnemental, qui font que, bon, certes, le Conseil s'étoffe, il prend peut-être plus en compte la réalité sociale, mais ceci dit, ce qu'il dit n'a pas beaucoup d'effet et continuera à ne pas avoir beaucoup d'effet, me semble-t-il, ce qui est regrettable. Donc, pour ces raisons, nous maintiendrons notre vote d'abstention sur le texte. Merci. Merci, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Richard Yung pour le groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je crois que nous avons un texte amélioré après les travaux au Sénat et à la CMP. Et je voudrais rappeler tout l'intérêt que nous portons au Conseil économique et social. Dans un pays comme le nôtre, où le débat est toujours une chose difficile, où on a du mal à dialoguer, c'est sans doute une responsabilité collective, où nous avons beaucoup de mal à élaborer des consensus. Le Conseil économique et social, vous le savez, est un des rares lieux où les représentants des salariés dialoguent véritablement et efficacement, je crois, avec les représentants des employeurs. Et c'est vraiment une spécificité importante et qu'il faut souligner. D'ailleurs, le succès, si j'ose dire, qu'a eu le Conseil économique et social avec son essaimage à travers le monde, il y a, je crois, une soixantaine de conseils économiques et sociaux, montre que c'est une structure, contrairement à ce que beaucoup croient, c'est une structure utile. Et il faut bien sûr la faire évoluer, et c'est le sens du texte, et prendre en compte les grandes tendances de la société. C'était et c'est la finalité de votre texte. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre d'améliorations que je veux souligner. Bien sûr, l'ouverture au souci de l'environnement, au développement durable, la saisine. Et donc nous étions ouverts et prêts à chercher un accord, des compromis. Mais, et je reviens à ce que je disais au début, comme d'habitude, toutes nos propositions eh bien, se heurtent au mur de fer de la majorité gouvernementale. Et mes collègues l'ont déjà rappelé, je fais que passer en revue ces différentes propositions, dont je pense qu'elles n'étaient pas révolutionnaires, dont je ne pense pas qu'elles mettaient en cause l'équilibre du texte et dont nous pensions peut-être naïvement qu'elles l'amélioreraient. On a parlé de la représentation des entreprises publiques, qui est quand même réduite à plus qu'une portion congrue, la représentation du mouvement consumérisme, de l'économie sociale. J'ose à peine parler des Français de l'étranger parce qu'on va me dire que je plaide pro domo, mais bon, les représentants disparaissent. Ils sont, Dieu merci, remplacés au moins portion congrue par un représentant de l'économie et des entreprises françaises à l'étranger. Merci de vos efforts, mais on a l'impression quand même d'une diminution capitis. Et puis, le problème important, qui a déjà été évoqué, l'inflation des personnalités qualifiées, 40 au lieu de 15. Alors vous allez me dire, c'est facile d'être vertueux quand on n'est pas aux affaires. Mais justement,
nous prenions là un engagement, non seulement pour vous, si j'ose dire, mais aussi pour nous. L'avenir aurait porté cette réforme sur les conditions de nomination des personnalités qualifiées, dont on voit bien qu'elles vont rester une sorte de vivier à la disposition de l'exécutif pour remercier les services rendus, quand ce n'est pas pire. La suppression des personnalités associées, qui sont soumises à la même critique, et enfin le problème de la parité homme-femme. Voilà. Donc ces raisons, je n'ai fait que les évoquer, vous les connaissez bien, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur. Nous pensions qu'elles amélioreraient le texte, et je continue à le penser. C'est dommage qu'on n'arrive pas à s'entendre sur des choses aussi simples et aussi banales. Donc, vous connaissez notre position. Nous nous abstiendrons, mais je dirais à regret. Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur François Fortassin pour le RDSE. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon excellent collègue Jacques Mézard est entré au fond, donc je me dispenserai d'intervenir à nouveau sur ce plan-là. Moi, je veux me situer sur la position du citoyen de base, que je diviserai en deux catégories. Première catégorie, celui qui est totalement ignare, dont celui-là il ne dit rien par rapport au Conseil économique et social, dont il ne sait pas ce que c'est, et puis celui qui est un peu plus averti et qui trouve dans cette noble institution un certain nombre de défauts. D'abord, le caractère totalement discrétionnaire des nominations par le gouvernement. Ensuite, ces conseillers surnuméraires. Il faut bien entendu que le citoyen de base aille chercher de quoi il s'agit, mais il a le sentiment que de toute façon il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et en réalité, je crois que le fait fondamental de celui-ci, c'est que ça sert à recaser les recalés du suffrage universel et puis un certain nombre de serviteurs dits loyaux qui n'ont pas forcément servi la République pendant toute leur carrière, mais qui ont été des carriéristes tout à fait exemplaires et qui, en tant que tels, méritent bien entendu quelques récompenses. Alors, cette institution, elle est donc frappée en son sein d'un certain nombre de défauts, et il n'est pas étonnant à ce niveau, comme l'a remarqué Jacques Mézard, que le caractère totalement discrétionnaire et opaque de ces nominations apparaît aujourd'hui anachronique. Mais surtout, quand on traite les conseillers de second rang, soit ce n'est pas très gentil, soit ça correspond à une réalité, ce qui est plus grave. Aussi, on observe aussi que la plupart de ces conseillers brillent essentiellement non pas pour leur qualité d'expertise alors qu'ils ont été nommés pour ça, mais pour une absence chronique rédhibitoire. Et le droit ensuite exclusif à la majorité est un peu difficile à supporter. De la même façon, le fait que les entreprises publiques soient sous-représentées nous paraît quelque chose de dommageable, comme cela a été dit. Et malgré les améliorations qu'il y a eu de la part du Sénat pour faire en sorte que le texte soit un peu plus, je dirais, acceptable, comme la plupart des collègues de mon groupe, je m'abstiendrai sur ce texte, mais avec beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu faire, me semble-t-il, quelque chose de parfaitement rénové sur une institution qui, me semble-t-il, le méritait. Merci. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement du Sénat, examinant après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte. Sur les articles 1er à 16, je ne suis saisie d'aucun amendement. Y a-t-il une demande de parole sur l'un quelconque de ces articles? Il n'y en a pas. Le vote est réservé. Conformément à l'article 42, alinéa 12 du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Oui, chers collègues. Monsieur Frassat. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, voulue par le Président de la République, a engagé la rénovation du Conseil économique et social créé par l'ordonnance du 29 décembre 1958. Désormais, le Conseil économique, social et environnemental a pour mission de prendre en compte les problématiques environnementales. Les membres du groupe UMP et moi-même nous en réjouissons. Outre cet élargissement de compétences du CESE au domaine environnemental, le projet de loi organique que nous sommes appelés à voter aujourd'hui tend, d'une part, à modifier son fonctionnement pour le rendre plus proche du Parlement et, d'autre part, à modifier sa composition pour qu'il soit mieux représentatif de la population active française. La prise en compte des évolutions de la société française ainsi que de son hétérogénéité ont été au centre de notre réflexion dans le cadre de cette réforme afin de faire du Conseil économique une véritable institution démocratique ayant pour vocation à donner son avis sur les politiques publiques. Le Conseil comptera 233 membres et sera structuré en 3 grands pôles. Le pôle économique avec 140 membres, le pôle social composé de 60 et le pôle environnemental nouvellement créé avec 33 membres. Ainsi, l'environnement devient le 3e pilier du Conseil. La saisine de ce dernier est automatique sur tout plan ou projet de loi de programmation à caractère économique, social et environnemental. C'est une bonne chose. Ensuite, les possibilités de saisine sont élargies aux citoyens et aux membres de nos assemblées parlementaires. Ce faisant, le projet de loi organique instaure des liens plus étroits entre le Parlement et le Conseil qui devient plus accessible à nos concitoyens. En outre, la question de la représentativité du Conseil est pour nous essentielle. Ainsi, plusieurs dispositions modifiant la composition du Conseil permettent de le rendre meilleur. D'abord, afin de parvenir à un rééquilibrage entre les différentes catégories représentées, il fallait accepter de diminuer la représentation de catégories existantes ou encore d'en supprimer d'autres. C'est afin d'obtenir une composition en phase avec les réalités sociologiques de la société française que les jeunes seront représentés au sein du Conseil ou que la représentation des professions libérales, des associations et fondations sera renforcée. Dans cette même logique, le projet de loi tient compte du fait que les femmes ne représentent que 22% des effectifs du Conseil, alors qu'elles représentent la moitié de la population active. Il était important d'inscrire dans ce texte la parité pour la désignation des membres du Conseil. Par ailleurs, afin de maintenir la représentation des entreprises publiques, il fallait leur réserver 2 des 10 sièges dévolus à des personnalités qualifiées dans le domaine économique. C'est là un des autres apports de notre Haute Assemblée. Nous nous en félicitons. Je me réjouis tout particulièrement que le texte ait été modifié par le Sénat afin qu'une personnalité représente les activités économiques françaises à l'étranger. La suppression de la représentation des Français de l'étranger au sein du Conseil a été justifiée par le fait qu'en tant que représentants des Français établis hors de France, nous disposons de notre propre Assemblée et qu'à compter de 2012, 11 députés représenteront les Français de l'étranger. Cependant, le Conseil économique assure la participation et la collaboration des différents acteurs de la vie économique, sociale et environnementale du pays à la politique du gouvernement. C'est à ce titre que les Français de l'étranger y sont représentés depuis 1984. Or, il y a aujourd'hui presque 3 fois plus de Français établis hors de France qu'en 1984. C'est pourquoi il était essentiel, à l'heure de la mondialisation, où le commerce extérieur fait vivre un Français sur 4, que les Français expatriés aient leur place dans l'Assemblée représentant les forces vives de la nation. Enfin, je souhaiterais souligner l'excellent travail de notre rapporteur, notre collègue Jean-Pierre Vial, à l'initiative duquel 2 modifications majeures ont permis de pallier les lacunes du dispositif voté à l'Assemblée nationale. D'une part, les échanges du Conseil économique, social et environnemental avec ses homologues régionaux, européens et étrangers sont désormais explicitement reconnus et promus. D'autre part, une procédure de consultation en urgence du Conseil économique, social et environnemental par le gouvernement ou par une assemblée a été prévue.
Cela était indispensable pour combler le décalage qui peut exister entre le temps du Conseil et le temps politique. Au vu de toutes ces remarques, le groupe UMP votera le texte issu de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Il n'y a pas d'autres demandes. Monsieur Cointat, pardon. Ministre, mes chers collègues, ce texte améliore à l'évidence le rôle comme la composition du Conseil économique, social et environnemental et on ne peut que s'en féliciter. Renforcer la place de cette Assemblée dans l'ensemble institutionnel est donc une bonne chose. Cela donnera plus de moyens, plus de compétences, plus de pouvoirs et on peut s'en féliciter. Sa composition a été rénovée. On est arrivé, après des discussions très difficiles, que l'on peut comprendre, à un équilibre. Et donc, je m'en félicite. Mais, permettez-moi de simplement remarquer que j'aurais préféré un équilibre peut-être un peu plus, si vous me pardonnez l'expression, équilibré. On verra à l'avenir ce que cela va donner. Ouvrir cette Assemblée à l'environnement est une excellente chose. Est-ce que cela se fait dans des proportions qui paraissent justes? On verra à l'usage, car il ne faut pas oublier que le Conseil économique et social d'autrefois représentait les forces vives de la nation et que le Conseil économique, social et environnemental va continuer à les représenter sous une autre forme. Mais il ne faudrait pas que les forces vives, au lieu d'être transcendées, puissent être au contraire amoindries par certaines positions difficiles parfois à comprendre. L'expérience nous le montrera, mais le challenge valait la peine d'être tenté. Voilà pourquoi, bien sûr, je me rallie avec joie à la position du groupe UMP, dont je fais partie, bien sûr. Merci, chers collègues. Je vais donc mettre aux voix l'ensemble du projet de loi organique dans la rédaction résultant du texte proposé par la commission mixte paritaire. En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Ceux qui souhaitent voter pour remettront au secrétaire un bulletin blanc. Ceux qui souhaitent voter contre, un bulletin bleu. Ceux qui souhaitent s'abstenir, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Le scrutin est ouvert. Plus personne ne demande à voter? Le scrutin est clos. J'invite, mesdames et messieurs les secrétaires, à procéder au dépouillement du scrutin.
Voici le résultat du scrutin numéro 205 sur l'ensemble du projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental. Nombre de votants 339, nombre de suffrages exprimés 185, majorité absolue des suffrages exprimés 93, pour l'adoption 185, contre 0. Le Sénat a définitivement adopté le projet de loi organique. C'est la fin de cette séance. Si vous souhaitez la revoir, notre site internet publicsénat.fr. Prochain rendez-vous avec l'actualité parlementaire cet après-midi 15 h. Bonne journée à tous sur Public Sénat.